Bonjour à tous, merci de nous accueillir ici et surtout sur un sujet qui effectivement date de longtemps, hein, et qui finalement n'a pas tellement progressé. Et donc on voudrait essayer de partager à la fois quels sont les éléments qu'il faut bouger aujourd'hui et puis peut-être une proposition de solution plurielle. Alors, juste pour savoir à qui est en face de vous. Donc moi, je suis Hervé Baculard, je suis l'un des cofondateurs de KEA. Alors, KEA, c'est une aventure entrepreneuriale. C'est une ETI qui est devenue une ETI française dans un monde du conseil en stratégie dominé par les anglo-saxons. Donc on atteint quand même une taille maintenant assez significative. Et on le fait avec une spécialité, c'est de rassembler en fait les hommes et les femmes qui ont une compétence au service de toutes les transformations de notre monde. Elles sont stratégiques, elles sont sociétales, elles sont numériques. Et donc KEA s'est formé avec toute cet archipel finalement de compétences, à la fois des compétences en stratégie, en innovation. Si on ne sait pas quelles seront les habitudes sociologiques, on n'y comprend rien au commerce, hein. Le commerce, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut une grande surface, une petite surface ou une moyenne surface. Sur le digital, donc Didier se présentera évidemment, la data Veltis, Co aussi. Co, c'est un des bébés qui me plaît beaucoup parce que c'est un conseil en fait au service de l'intérêt général, une société non-profit, et donc on crée comme ça des ponts avec les grands sujets aussi de notre temps que sont le chômage, que sont l'insertion, que sont les banques alimentaires. Voilà. Et au-delà de la France, on a essayé effectivement, le commerce, c'est un monde énorme puisque c'est notre secteur principal d'activité, hein, plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc on s'est aussi développé à l'international. On a réussi à faire une alliance avec les Allemands et les Anglais. Donc ça peut tenir, ça peut marcher. Il ne faut pas être trop nombreux en fait, hein. À trois, ça marche pas mal. Et on exporte aussi nos savoir-faire en dehors de France, en partie sur le commerce et en partie en Afrique où ça bouge beaucoup. On parle beaucoup de Smart City, puisque c'était votre sujet d'avant. Là, on est sur un sujet un peu différent et je vais laisser Didier vous dire un peu qu'est-ce que... donc moi, je suis un des cofondateurs et en fait, j'ai toujours travaillé dans le commerce. Ma première mission, c'était chez Habitat et je suis allé ensuite chez tous les grands de l'alimentaire, jusque dans le luxe. Donc faire des parallèles, les grandes et moyennes surfaces, les petites surfaces, en France, en périphérie, j'ai arpenté pas mal de géographie. Et donc ça me donne à la fois une capacité de recul et surtout de projection. En fait, le commerce, si on devait résumer le commerce, c'est à la fois le lien et c'est le mouvement. S'il n'y a pas de lien, vous ne rassemblez pas les gens, il n'y a plus personne. Si vous n'êtes pas en mouvement, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de transaction. Voilà, donc c'est un peu ma personnalité. J'espère que vous la retrouverez dans ce petit développement. Didier. Merci. Alors moi, je suis un pur digital. C'est assez drôle de se retrouver ici parce que, en fait, au départ, j'ai commencé il y a 20 ans. J'étais chez McKinsey et j'ai travaillé en fait pour la Caisse des dépôts. Et il y avait Serge à l'époque et il y avait Gabriel Gauthier pour faire tout le plan numérique en fait de la Caisse des dépôts consignation. Ensuite, on a travaillé en fait dans d'autres secteurs, beaucoup donc je suis spécialiste digital. Auparavant, j'avais monté Fnac.com, 01net. Ensuite, Euclid a travaillé beaucoup en fait pour la grande récré, pour des business comme Maison du Monde, qui sont montés très vite sur Internet. Et on est des spécialistes en fait du digital sous toutes ses formes. Et on a travaillé pour des gens par exemple comme la mairie de Lyon, pour Jean-Baptiste Fauroux, qui était à l'époque le directeur général des services, sur toute la relation usagée en fait de la ville, en centrale et en mairie d'arrondissement. Et donc on a construit la stratégie, donc avec les élus et avec la partie administrative, pour recentrer en fait toute la mairie sur l'usager. Et ensuite on les a aidés à déployer ça à travers des cahiers des charges, avec un projet qui s'appelait la GRU, gestion de la relation usagée. Ça faisait beaucoup rire dans les services. Et donc on est la partie digitale donc, de KEA et on voudrait aujourd'hui vous parler de commerce. Et il me semble que les points importants de ce que peut amener KEA, c'est on est des spécialistes du commerce. On travaille, Serge, avec des gens comme Papin, chez Système U. Nous, on travaille avec des gens comme Leclerc. On travaille avec des gens... Donc, beaucoup de commerces associés. Le deuxième point, c'est qu'on travaille aussi avec les fédérations. Toutes les fédérations du commerce, en fait, qui sont les personnes, les commerces que vous voyez en centre-ville ou en périphérie de ville, qui sont pas forcément sont pas des hyper, qui sont le Héram du coin, le patron de François Fédjou, qui est le patron en fait de
du Procos, donc, et aussi le patron d'Eram. Donc c'est des petits business, c'est des locaux, voilà. Et on travaille donc, on a cette compétence donc business, commerce très forte, comme vous l'a dit Hervé, cette compétence où on aide en fait à un niveau public et d'intérêt général. Et on a cette compétence qui est digitale, parce que le digital est en train de tout bouleverser. Et beaucoup de discussions qu'on voit avec d'un côté l'État et puis de l'autre côté la CDC, et enfin les villes, et complètement verticalisées, tout ça, ça nous semble mais complètement surréaliste. Mais on va vous raconter ça. Alors, on va commencer par un constat. Alors, le constat dans le commerce, c'est facile. Partager, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va essayer quand même de rassembler quelques éléments qui vont bouger dans les années à venir. Et ensuite, on a une réponse. Vous pourrez la critiquer. Elle est là pour ça. C'est une pierre à casser pour engager le débat. On a 3 quarts d'heure. On essaiera de faire une présentation en une demi-heure et 15 minutes de questions. Alors, le commerce, aujourd'hui, le commerce en centre-ville, il est plus que menacé. Et ce qu'on voudrait essayer de vous partager, et ce que les maires aujourd'hui n'ont pas encore tout à fait compris, c'est que ce problème du commerce en centre-ville est en train d'entraîner la périphérie. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous réciter effectivement tout ça. Vous savez tout ce qui se passe, la désertification, la vacance, les loyers chers, et tout ça avec des conséquences socio-économiques, politiques très importantes. En fait, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que, certes, les villes sont en crise, etc., mais c'est le commerce qui est en crise aujourd'hui. Le commerce, il est en transition et il est en crise. Et donc, si on essaye de repliquer, de dupliquer des choses qui ont marché hier, à nouveau, le commerce et le lien et le mouvement, on va se planter. Donc, en fait, le commerce est lui-même en crise, et on le voit d'ailleurs sous ces 4 aspects. Alors, je ne vais pas le détailler, mais ce qui est important de retenir, quand on fait une analyse du commerce, c'est d'être sur les 4 leviers. À chaque fois que nous, on intervient, on essaye d'avoir les 4 leviers, non pas dans la main, mais en tout cas dans le radar. Le premier, c'est les aspects socio-économiques. Les aspects socio-économiques, ils sont totalement sous-estimés, y compris par les professionnels. Vous voyez un Carrefour, il n'a pas vu la baisse de l'hyper. La baisse de l'hyper, c'est quoi? C'est pas parce que l'hyper n'est pas bien, etc. Non, c'est parce qu'il y a une évolution sociologique des ménages, du nombre des ménages, la façon dont on consomme, l'argent qu'on a pour tel ou tel aspect. Donc, comprendre les aspects sociologiques, c'est absolument important. Ils sont sous-estimés et ils évoluent beaucoup plus vite. Je donnerai quelques exemples qu'on ne le pense. Deuxièmement, les aspects démographiques. Alors, ceux-là, ils n'évoluent pas vite. C'est au contraire une tendance de fond. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Lorsque vous avez un front renversé en démographie, c'est extrêmement difficile. Mais il faut comprendre ce qu'il y a dans la démographie. La nature des ménages, la façon d'habiter, la façon de loger ensemble. On voit de plus en plus le mouvement de colocation qui se développe. Pourquoi ? Et ce n'est pas vrai que dans les métropoles parce que le loyer est cher. Non, c'est parce que c'est un phénomène profond aussi, parce que les gens, 30-35% des gens vivent seuls, etc. Les aspects politiques. Alors les aspects politiques, on y reviendra, mais quand vous avez quelqu'un du commerce qui doit payer 2 fois plus cher en centre-ville son loyer que le retail park qui est à côté, que effectivement l'ensemble des éléments fiscaux sont déjà organisés, que vous ne pouvez plus accéder au centre-ville, ne serait-ce que pour les livraisons et encore moins pour les consommateurs, c'est sûr qu'un commerçant, eh bien, il va s'installer là où c'est le plus favorable. Donc, il y a comment on entraîne le politique là-dedans. Et enfin, le numérique, on va en parler beaucoup, mais ça change considérablement la donne. Donc Amazon, dont on parle, juste, c'est en France, c'est 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. C'est plus que Fnac, c'est plus que Castorama, c'est plus que tout le monde, c'est 2/3 de Système U. Donc, on est sur des masses, en fait, qui entraînent un mouvement d'ampleur. Alors, je voudrais revenir quand même sur quelques éléments qui fondent le commerce. Le premier, c'est l'exode sur la périphérie. Il est massif, cet exode, en fait. Vous regardez effectivement le petit schéma sur la gauche. Le centre-ville augmente de 4%, et ça c'est une moyenne, je vais y revenir. Mais les quartiers autour ont augmenté de 10%, et la périphérie plus lointaine, la communauté, a augmenté de 20%. Donc 5 fois plus. Donc en fait, en gros, toute la croissance s'est faite dans la périphérie. Et au-delà de ça, dans un tissu très éloigné.
Donc effectivement, ça change profondément effectivement, la question du commerce. Pour faire du commerce, il faut être là où sont les gens. On a cette carte que vous connaissez, la fragilité des villes. Quand on la compare d'ailleurs à l'action Cœur de Ville et 200, on voit qu'on a un problème en U. Le U, c'est que sur les côtes, les montagnes et la frontière avec le Rhin, on est plutôt en vert. Et tout le reste, à peu près, tout le reste est en rouge. Donc on a non pas une question, on va dire, locale, c'est une question généralisée sur l'ensemble de la France, ce problème du commerce et cette crise du commerce. Alors, on a beaucoup parlé du centre-ville. Tout le monde est catastrophé, le centre-ville, etc. On fait des prévisions aujourd'hui, on travaille avec les enseignes, en fait, sur leurs prévisions d'investissement, etc. On sait que ça va atteindre aussi la périphérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les plans d'enseigne, on est plutôt sur un retrait par la périphérie. Alors, aujourd'hui, c'est caché parce qu'il y a une nouveau retail park qui s'ouvre, c'est super, il y a plein de monde qui arrive. Mais en fait, vous avez des friches qui se créent. Regardez, je ne sais pas si quelqu'un est de Bourges ou d'autres endroits. Voilà, voilà. Sortie sud de Bourges, quelques beaux retail parks et une friche industrielle qui est en train de se constituer à l'emplacement des anciens bureaux de l'armement, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, le maire ne le voit pas parce qu'il constate qu'il a à peu près autant de nombre d'habitants, qu'il y a quelques ouvertures, mais les mêmes problèmes vont s'appliquer à la périphérie dans les 5 ans à venir. Et ces problèmes, on va les regarder ensemble. Il y en a 2 principaux. Un, on parle beaucoup du pouvoir d'achat, mais ce qui est important, c'est le pouvoir de consommer. Et il y a un phénomène qui est extrêmement difficile d'ailleurs pour les politiques, qu'on a vu d'ailleurs tout cet hiver, c'est que le pouvoir de consommer stagne. Avec un gros paradoxe, c'est que le pouvoir d'achat par individu augmente, mais le pouvoir d'achat par ménage baisse. Alors comment c'est possible ça? Ah oui, je vous vois, mais c'est pas possible ça, si tout le monde augmente. Pourquoi? Eh bien parce que, regardez, c'est la structure des ménages qui est en train d'évoluer de façon drastique, et là c'est en train de s'accélérer. Ici, vous avez les ménages avec 1 ou 2 personnes. Bon, plus de 50%, et ça augmente, ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter, on va être à plus des 2 tiers. Donc en fait, quand vous êtes tout seul dans vous êtes 2 dans un foyer, votre pouvoir d'achat augmente, c'est pas mal. Mais si vous divorcez, si vous passez en couple, etc., vous vous retrouvez tout seul. Et donc vos coûts de loyer, vos coûts de transport augmentent. Donc on arrive à ce paradoxe étonnant, c'est que, ça c'est l'INSEE, hein, donc tout le monde est content, le PIB augmente, du coup on peut traiter les problèmes de la dette, ça c'est macroéconomique, donc vis-à-vis de Bruxelles, les ratios sont bons, mais au niveau local, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on donne un peu de pouvoir d'achat, donc là on en a redonné un peu, c'est la courbe bleue, donc on est quand même au-dessus des 100, hein, donc ça continue à progresser, y compris depuis 2010. Hein. Mais lorsqu'on est en unité de consommation, c'est-à-dire au niveau du ménage, le pouvoir d'achat, il stagne, ça veut dire que pour la moitié des gens, il est en train de baisser. Plus votre foyer est petit, plus vous avez des dépenses contraintes, et plus votre pouvoir de consommer, que ce soit en centre-ville, en périphérie ou ailleurs, est en train de diminuer. Donc, il faut analyser chaque ville de façon très précise. On fait, dans chaque ville, à chaque fois qu'on arrive sur un plan de commerce, on regarde combien d'habitants, etc. Il faut regarder les aspects sociologiques bien plus en profondeur si vous voulez être capable de discuter avec les maires et de les challenger. Donc, quelle est la structure? Quels sont les comportements? Et amener cette grille aujourd'hui aux maires, c'est, je dirais, une œuvre d'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, ils sont encore dans les schémas, pour beaucoup d'entre eux, de la périphérie et tout va bien. Donc, il faut vraiment se projeter et comprendre les aspects sociologiques et démographiques. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point important, c'est quand même l'évidence. Hein. Donc le commerce, c'est le lien et le mouvement. Donc le mouvement, c'est qu'on n'arrive plus à rentrer dans les centres-villes. Il y a plein de beaux projets qui doivent être pour certains financés par la Caisse. Il faut quand même se rendre compte qu'en moyenne, un habitant d'une ville moyenne, il y a 3 km pour aller à son centre-ville. Quelqu'un qui est dans sa périphérie, on a 12 km. Hein. 12 km, vous ne faites pas avec vos courses en vélo, etc. Donc, ça veut dire qu'on a un problème de mobilité. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est le combat entre 4 villes dans l'Est parisien. Charenton, Montreuil, Vincennes et Fontenay-sous-Bois.
cas de Belleville, etc. Bon, se porte, et encore, on est dans des endroits où ça se porte plutôt bien. Bon. Alors, il y en a 3 qui ont misé sur les centres commerciaux. Alors, ils ont appelé Auchan, ils ont appelé Carrefour, etc. Extraordinaire. Bon. Il y en a une qui n'a pas appelé une des 4. Donc, je rappelle, hein, Vincennes, Fontenay, Charenton et Montreuil. Il y en a une qui n'a pas appelé ni Auchan, ni Carrefour, etc. Elle a appelé Vinci. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit énormément de parkings. Donc, ils n'ont pas construit des centres commerciaux, ils ont construit des parkings. Du coup, en l'espace de moins de 7 ans, vous avez un afflux de commerce, effectivement, dans le centre-ville de Vincennes, avec des marques que le maire n'aurait jamais rêvé à voir depuis. Et je pense que le match est à peu près fini, en fait, pour les 3 autres villes qui ont tous des problèmes, avec Bercy 2 qui est en train de faire faillite, Montreuil qui a des gros problèmes de trafic, etc. Donc, si on ne comprend pas le mouvement dans les villes et qu'on ne l'organise pas, eh bien, on ne pourra pas faire renaître le commerce de centre-ville. Donc ça, c'est un point, on va dire, extrêmement important. Donc c'est Vincennes, pour la petite histoire, mais je crois que vous aviez deviné, c'est Vincennes qui a gagné le match entre les 3. On a des difficultés croissantes, et en même temps, on a les uns et les autres qui disent « Oh, les consommateurs, oh, mon beau centre-ville, qu'est-ce que ce serait super, etc. » Donc les gens voudraient avoir le centre-ville, mais n'y vont pas. Aujourd'hui, on a défaillance, plus 20%, création, moins 11%. Alors, intéressant quand même, hein, à moins de 6 mois des élections municipales, 92% des habitants des communes moyennes feront de la modernisation de leur centre-ville un élément déterminant du vote. Voilà. Combien de maires sont parés là-dessus, je ne sais pas. Alors, maintenant, on va regarder dans le détail le commerce. Parce que le commerce, ce sont des natures d'achat différentes. Vous avez ici les natures d'achat différentes, et en fait, on est dans une disruption phénoménale. Alors, regardons. Ça, c'est les magasins qu'il y a en centre-ville. Hein. On n'est pas du tout en périphérie, on est en centre-ville. Donc c'est la distribution des magasins. Vous avez le commerce alimentaire en vert, vous avez plein de petits commerces non alimentaires, les bijouteries, vous avez ici l'habillement, vous avez ici les coiffeurs, etc. Et on finit par la restauration. Ça, c'est en nombre de magasins, ça, c'est en nombre d'emplois salariés. Le digital impacte plus de 50% du commerce de centre-ville. Il est beaucoup plus, on va dire, sujet à l'attaque, effectivement, du digital que la périphérie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est que tout le commerce, effectivement, de petits habillements, etc., toutes les enseignes sont en train de refluer. Elles disent, en gros, avant, on se disait, bon, OK, on fait une couverture avec les villes moyennes. Aujourd'hui, on est en train de se dire, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est pas rentable, on n'y arrive pas parce qu'il faut se rappeler, il y a une crise aussi du succursalisme. C'est extrêmement difficile aujourd'hui d'embaucher des gens et de faire travailler des magasins avec un DR qui anime un directeur de magasin qui va animer des salariés. Donc le modèle de succursalisme aussi est en crise. La franchise, que vous connaissez aussi, est moins en crise. Mais la franchise, effectivement, ce n'est pas un modèle de déploiement extrêmement fort. Donc en fait, on a cette partie non alimentaire qui est en crise, celle-là aussi, avec l'habillement, etc., Didier vous en parlera. On est au début du cycle. Hein. On est au début du cycle de l'habillement. Hein. On est à moins de 6% d'habillement sur l'e-commerce. On va aller à Didier. 20, 25. Voilà. Donc on est au début du cycle. Hein. Et donc, en fait, en synthèse, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est que ah oui, dernier point. Les aspects, tous les maires ont attiré des banques et effectivement les telcos. Mais tout ça, ça va disparaître aussi. Hein. Donc, en fait, on a plus de 50% du terrain de jeu qui va disparaître. Et le reste du 50%, en fait, eh bien, il y a une attitude depuis très longtemps dans les villes pour dire non, ben, on ne veut pas développer l'alimentaire. On ne veut pas faire de grandes surfaces dans la ville. C'est une erreur énorme. C'est une erreur énorme. Et en fait, une des clés de succès, effectivement, pour le renouveau du commerce, ce sera l'alimentaire sous toutes ses formes, y compris la restauration. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre disruption qui se passe, et là, qui va atteindre la périphérie. Là, vous avez tous les actes d'achat faits par Nielsen. Je crois qu'on vous a donné le document, donc je ne vais pas le redétailler ligne à ligne. Ça, c'est, en fait, vous dites, je fais mes courses. Non, il y a plein de façons de faire ses courses. Et lorsqu'on étudie effectivement avec Nielsen la façon de faire ses courses, il y a une dizaine de façons de faire ses courses. Et le gros panier qui est celui-là, hein, ne représente que 12%.
Une grosse partie, mais une façon importante du volume. Le drive va quasiment atteindre le niveau du gros panier moyen. Donc le drive, ça veut dire qu'on ne va pas non plus en périphérie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit moins faire ces gros paniers. Et deuxièmement, on fait beaucoup plus de drive. Et ça, ce n'est pas uniquement dans les métropoles, hein. Là, je parle des villes moyennes. Et qu'est-ce qui se passe par ailleurs? Eh bien, il y a plein de façons de faire ces courses. Pourquoi? Parce que les ménages, à nouveau, on revient à la sociologie, les ménages, 1 ou 2 personnes. Donc, il y a plein de façons de faire ces courses. Est-ce que le centre-ville est prêt à accueillir toutes ces formes de commerce? Absolument pas. Donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arrêter de dire que ce serait sympa d'avoir Eram, les petites jupes, etc. en centre-ville. Non, il faut repenser effectivement le commerce autour de ce qui fonde effectivement une des forces d'appui, y compris et qui résiste à travers la crise, c'est l'alimentaire. Je vous rappelle juste un chiffre. On dépense 2 fois plus, alors avec les Italiens, en alimentaire que tous nos voisins européens. D'accord? On dépense 2 fois plus. 2 fois plus, hein, ça vous en valeur. Hein. Donc on est quand même le pays de la bouffe. Hein. Donc il faut changer d'état d'esprit pour se dire, ok, la périphérie, en fait, elle va basculer aussi. Donc il faut repenser aussi la périphérie. Deuxièmement, il faut repenser le rôle de l'alimentaire. Troisièmement, il faut, et ça c'est tout de suite, c'est demain matin dans chaque ville, si vous avez des investissements à faire, c'est là-dessus qu'il faut aller, c'est faites attention aux pharmacies. Voilà. Et j'en finirai là-dessus. Les pharmacies, il y en a 2 qui ferment, il y en a une qui ferme tous les 2 jours. C'est le dernier point d'appui de certains commerces de centre-ville. Et moi je pense que si vous avez une ligne de conduite à faire au niveau de la caisse, c'est comment vous aider là-dessus, alors qu'ils ont été matraqués par le ministère de la Santé, hein, en termes de marge. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. Quelles idées nouvelles? Donc, il faut ce. Et dernier point, et je laisse la parole à Didier. Le digital. Alors, ce qui est en train de se passer, en fait, il y a tout le constat sociologique que Hervé a dressé. On pourrait remonter en avant, hein, la France périphérique de Guilly, l'archipel français qui vient donc que vous avez sans doute lu. Donc tous ces éléments-là, qui sont des éléments sociaux, en fait, sont impactés par le commerce. C'est le commerce qui drive, c'est-à-dire que les hyper sont sortis des villes, les autres commerces les ont suivis, les populations ont suivi. Et aujourd'hui, on a une population périphérique et on a les gilets jaunes qui se sentent abandonnés, même en périphérie de ville. Donc tout ça c'est lié. Il n'y a pas d'un côté des idéologies, des gens qui croient des trucs, etc. Le commerce est complètement lié à la sociologie et au comportemental, comme vient de l'expliquer Hervé. Et le dernier coup de grâce de cette situation-là, c'est évidemment le digital. Parce que le digital, en fait, quand on regarde l'e-commerce français, il est passé de 25 milliards d'euros en 2019, il y a 10 ans, à 92 milliards. Donc une croissance à peu près de 400%. Donc, ça veut dire que les gens, c'est pas qu'il y a Amazon qui est arrivé, Google, etc., et Facebook, c'est que vous êtes sur Amazon, vous être sur Facebook, vous êtes sur le One Click Buy, vous cliquez et vous êtes livré en périphérie de ville, et les gens ne vont plus dans la promenade vers l'hyper du samedi, qui était une espèce de pèlerinage quasi religieux, ne fonctionne plus. On est sorti de cette civilisation de la voiture, no parking, no business, rappelez-vous, c'était la doctrine des hyper. On est dans une logique en fait où les gens veulent être livrés chez eux. Et donc ça marche, et ça monte de manière très forte. Amazon, et donc, le problème n'est pas seulement que ça marche de manière importante, c'est-à-dire que par exemple que 10% des vins sont achetés sur Internet, qu'on est en train de monter de manière très très puissante en habillement, que Amazon est le premier vendeur de vêtements aux États-Unis, bien avant Walmart cette année, tous les magasins de jouets, toutes les grandes chaînes de jouets ferment ou sont reprises, les Toys R Us, la Grande Récré. On a traité tous ces dossiers, donc vous voyez, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus, on commence à vraiment connaître les habitudes des gens, ce qu'ils font, comment ils se déplacent, etc. Et le problème n'est pas seulement qu'une partie de ce commerce non alimentaire passe sur Internet, mais que ça embarque les enseignes. Parce que du coup, un hyper qui s'appuyait en fait sur les jouets à Noël pour vendre de la bouffe et qui avait un modèle mixte, eh bien, ils ont dû créer des espèces de drive qui marchent plus ou moins bien, puisqu'en fait, quand on met un drive à côté d'un commerce, en fait, l'ensemble n'est pas forcément plus rentable. On a simplement déporté un canal de distribution. Donc, dès qu'on commence à toucher le non alimentaire, on embarque tout le modèle du commerce, évidemment le commerce de centre-ville. Pour Eram, vous voyez, qui vend 15%, qui fait à peu près 15% de son chiffre d'affaires sur Internet, vous avez en face de vous des Zalando, qui sont des monstres extrêmement puissants, à plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Donc les gens vont chez eux, vont chez Amazon, vont chez Zalando, et vont plus chez RAM, et vont plus chez leurs commerçants de quartier. Donc on a un vrai problème, et on va vers un modèle qui est un modèle phygital. Et la deuxième étape, c'est vraiment sur l'alimentaire, parce que pour l'instant l'alimentaire est peu vendu sur Internet, ça reste assez faible, mais il y a une deuxième étape qui est en train de se produire, et qui est pour l'instant assez faible en France, mais qui est en train de monter dans tous les pays, particulièrement quand on regarde une situation comme celle de l'Angleterre. Vous voyez des modèles comme Ocado, qui prépare une course en 5 minutes, un panier de 50 items en 5 minutes, là où quelqu'un en grande distribution avec des entrepôts va le préparer en 25-30 minutes. Ces gens, avec tout un tas de flottes de camionnettes, ces gens-là sont en train de se déployer. Des modèles comme Amazon Pantry, qui en fait sont des gros entrepôts qui délivrent en fait en Catalogne actuellement, dans le sud de la France et en Italie, ils sont en train de rentrer de manière forte. Donc sur l'alimentaire, on va complètement changer de modèle. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la grande distribution en fait est mal en réalité, c'est pour ça qu'elle annonce qu'elle va faire du bio, etc. Les manières de consommer ont changé, les gens veulent des produits frais. C'est le succès d'une enseigne comme Grand Frais, où en fait tout a été cueilli la veille, les tomates n'ont pas attendu 3 semaines en frigo piquées au gène de scorpion pour tenir, ok, et elles ont du goût. Donc il y a un changement sociologique et il y a un changement, les gens veulent être livrés chez eux. Donc on va vers des circuits courts, en fait, et on va aller vers des villes, en fait, qui vont se sourcer pour des raisons écologiques, pour des raisons pratiques, pour bypasser la grande distribution, où des producteurs vont, en fait, livrer directement chez vous. Et donc, on est en train de changer. Les gens veulent manger sain, bio et local, et les producteurs veulent éviter la grande distribution. Ils ont tout pour s'entendre, il suffit que des plateformes numériques se mettent là-dessus et c'est réglé. Donc ça, c'est en train de commencer, c'est en train d'accélérer. Donc ça sera la deuxième étape qui est en train de s'ouvrir, l'alimentaire. Donc non alimentaire, alimentaire. Donc c'est une opportunité pour les villes de taille moyenne de redevenir des places de marché. Parce que n'oublions pas, qu'est-ce que c'était la ville? Relisez Brodel, l'histoire du capitalisme. Les économies mondes, c'était quoi? C'était une campagne qui se déverse sur un village qui est un marché. Ces marchés se sont mis en interaction au Moyen-Âge, ça donne les places de marché de Bourgogne-Champagne, okay, et c'est comme ça que naît la globalisation telle que nous la connaissons. Donc, il y a une opportunité en fait, pour que les centres de la globalisation, qu'on ait des gros centres en fait, qui sont des plateformes plutôt centralisées, et en fait des marchés centraux. Donc, on retourne complètement, le digital est en train de retourner complètement le modèle au niveau commerce. Alors, ce qui va être modifié, c'est le schéma sur les villes de taille moyenne, ça va être le schéma logistique urbain qui est reconfiguré par le digital, parce qu'on va vers comme tout le monde ne peut pas être livré à domicile, etc., on va vers des consignes automatiques. Vous avez des Amazon Locker à Aurillac. Okay, on n'est pas en train de vous parler de la Silicon Valley, on est en train de vous parler d'Aurillac, on est en train de vous parler de Tarbes, on est en train de vous parler de Carcassonne, hein, on est en train de parler de ces villes-là. Okay, les drives piétons, eh bien, le magasin devient non plus en fait un lieu de stockage, mais un lieu en fait où on réceptionne et où on livre. Donc, on passe dans des schémas logistiques urbains qui vont être profondément reconfigurés, en commençant par les grandes villes et par les villes de taille moyenne. Donc, il aurait pu y avoir un business énorme pour la Poste, mais il se trouve que finalement, on a 2 logisticiens là-dessus, la Poste et Amazon. Il se dégage 2 logisticiens en Europe, la Poste et Amazon. Vous voyez ? Quand on prend, c'est une opportunité pour les villes de taille moyenne. Pourquoi ? Et pour les cœurs de ville. Pourquoi ? Parce que les plateformes en fait, locales de services vont être des hubs de services pour les villes de taille moyenne. Ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui commencent à faire des petits Uber locaux. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de me déplacer, si je peux avoir en ligne que je suis une vieille personne, une personne qui me permet de m'amener au supermarché ou à la boulangerie ou d'amener un médecin ou chez le médecin ou à la pharmacie, eh bien, je peux maintenant avoir ça en ligne, ce qui n'était pas possible à l'époque. Donc, il naît de tout un tas d'autres formes de socialité, en fait, qu'on n'avait pas imaginées et qui sont en train de se développer. Tous les services en ligne, tous les services de bricolage, vous prenez des marketplaces, vous avez un clou à planter, vous ne savez pas comment faire, vous allez sur Amazon, vous achetez non seulement le clou, mais vous achetez aussi la personne à côté de chez vous qui va venir vous planter votre clou. Vous voyez ? Donc, on a des plateformes de services. Et donc, l'Internet, en fait, le digital va complètement rebattre les cartes du commerce, des rapports sociaux, des réseaux sociaux, et donc ça a un impact important sur les villes de taille moyenne. Prenez une ville comme Carcassonne. Carcassonne, 46 000 habitants, 3 000 dans la Bastide, le centre-ville. Vous connaissez un peu, peut-être, il y en a qui viennent de l'Aude ou de l'Hérault ici ? Donc, ok, donc Carcassonne, Narbonne, Béziers, donc c'est des régions avec l'Aude particulièrement, puisqu'elle n'a pas Montpellier, qui sont des régions avec le plus haut taux de pauvreté. C'est des villes qui ont le plus haut taux des régions qui ont le plus haut taux
de RMI, de RSA, et c'est les villes qui ont le plus haut taux de personnes radicalisées. Ok, vous vous rappelez Trèbes, c'est à côté de Carcassonne, tout ça, il n'y a pas de hasard dans tout ça. Et c'est des villes qui, et c'est des régions qui ne sont pas pauvres, c'est des régions en fait qui s'accroissent démographiquement. Avec il y a une très forte immigration, donc immigration, puis les gitans. Donc vous prenez une ville comme Carcassonne, le centre-ville est complètement perdu, il y a un taux de pauvreté de 25,7%, un taux de vacances commerciales de 23,4%, mais aussi à Carcassonne, vous avez des gens à côté, à l'intérieur, qui ont créé, vous voyez les remparts, les vignobles de Foncalieu, où ils ont fait des boutiques de producteurs, de vins de producteurs, etc. Donc ces gens-là, ils existent. Ils existent. Et le digital, maintenant, est une possibilité du marketing urbain central. Donc, on avance. Quand on voit, par exemple, il y a eu un célèbre article donc, qui est paru dans le New York Times, qui analysait les commerces qui sont en train de fermer boutique à Albi. Et donc, ils ont photographié tout ça. Et figurez-vous que des gens de Google ont commencé à regarder cette histoire-là. Ils ont dit, mais peut-être que c'est pour nous une opportunité. Peut-être que notre job à nous, c'est d'aider le local. Par la même occasion, ils pourraient peut-être se refaire une conduite. Vous voyez, ça leur permet de justifier en fait qu'ils ne sont pas le diable, comme ils disent dans leur baseline. Mais quand on prend le Airbnb ou Booking, vous avez en fait le centre de Carcassonne qui est vivant sur ces lieux-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le digital ne va pas partir de tout un tas de points locaux où des gens vont faire des Uber à Carcassonne. Non, il faut travailler et au niveau local et au niveau national, voire mondial, faire des deals, et là, on peut faire revivre complètement le local. Sinon, on aura exactement ce que vous voyez, c'est-à-dire que le commerce qui est déjà tombé en centre-ville, en cœur de ville, qui va tomber en périphérie de ville, et après, vous aurez tout ce que raconte Guilly sur la fronde périphérique, ou ce que raconte une fragmentation sociale et de communautés qui n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. Donc on perd en fait le lien social. OK? Alors, on a réfléchi. Il y a un moment qu'on réfléchit avec ça, parce qu'au départ, l'idée, c'est qu'on a été voir, pour tout vous dire, on a été voir Serge, on a été voir à l'époque Gabriel Gauthier, pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'estime, parce qu'on avait vu dans la presse, on s'est dit, mais en fait, il va y avoir 5 milliards d'euros qui viennent de l'État et qui descendent en verticale sur des projets, ça c'est bien, et pour les centres-villes. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et est-ce que ça peut marcher? Et nous, notre idée, c'est qu'en fait, si on se situe entre des mairies, par exemple, ou des conseils municipaux qui reçoivent une manne et qui devraient l'allouer à des commerces, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas avoir un rapport public-privé frontal avec un guichet unique. Ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il n'y a aucune raison que des commerces viennent. Il n'y a aucune raison que des élus aient une idée de ce que peut amener le commerce. Et le commerce n'est pas... Là où il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de socialité. Le commerce, ce n'est pas un truc en plus qui créerait de la richesse. Là où il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'échange. Là où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de gens qui se rencontrent. Là où il n'y a pas de services publics et de médecins qui viennent, des pharmacies, il ne se passe plus rien. On se retrouve dans un délitement en fait, social. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire... Une réponse possible, ça serait d'arriver à fédérer les acteurs. C'est-à-dire non pas de travailler vertical ou de manière pyramidale, mais de travailler en fait comme une espèce de hub d'un point de vue digital, où on fédérerait en fait autour d'un partage d'un diagnostic local, on fédérerait des acteurs, on mettrait en réseau ces acteurs autour de hubs locaux et mondiaux, parce qu'on ne pense pas que ça puisse se faire que sur une petite ville, et on prioriserait les actions. J'avance un peu dans le... Donc, la première étape, c'est déjà... Il n'y a pas de local. Il y a tout un tas de contextes extrêmement différents dans les villes de taille moyenne. Celles qui ont du tourisme, qui ont une capacité touristique, et celles qui sont en périphérie, au bord de la mer, ça n'a rien à voir avec des villes de la Creuse. On est dans un tout autre monde commercial, dans un tout autre monde sociologique, et donc les réponses ne peuvent pas être les mêmes. Donc il y a d'abord une analyse des acteurs de la revitalisation et des enjeux de collaboration. C'est-à-dire qu'il faut repérer en local... Qui est-ce qu'on a? On a les élus, on a des commerçants, on a, par exemple, si on prend à Tarbes, vous avez à Castres, vous avez un Leclerc, c'est-à-dire le patron il a fait un théâtre à côté de son Leclerc. C'est un type c'est vraiment un acteur du local. Il vit que là, hein, il n'en a pas d'autre. Donc,
il y a vraiment des gens qui seraient capables d'investir, il y a des entrepreneurs, il y a des services publics qui s'en vont, mais donc repérer ces acteurs et de se dire sur qui on peut s'appuyer. 2, les composantes de la dynamique commerciale. On prend Carcassonne, une des composantes, c'est le vin, c'est clair. Et on a des coopératives qui elles-mêmes font 60% de leur chiffre d'affaires à l'étranger, et ça devient des lieux de visite. Et Carcassonne, on a les remparts, il se passe plein de trucs. En fait, en réalité, il n'est pas normal du tout que cette ville que tout le centre-ville ne valait plus rien et que le mètre carré est complètement chuté. Et que les gens aient quitté la ville. Donc, on doit analyser cette composante en fait, de la dynamique commerciale. Ensuite, les nouvelles formes de commerce, on a parlé de l'Internet. Et ensuite, l'organisation spatiale du commerce et les enjeux territoriaux. Et nous, notre idée, ça serait de fédérer en fait, les acteurs moteurs de la revitalisation autour d'un hub qui serait soutenu par du digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut lier. On ne peut pas avoir l'État et les mairies et le public et en face des acteurs, par exemple, de la grande distribution, et on fait un repas et c'est fini, et tout le monde, les uns repartent en se disant comment je vais gagner un peu plus, et les autres en se disant il va jamais nous aider. Ce qui se passe, en fait, la seule manière de faire, c'est de mettre autour de la table en fait, des gens en fait, qui sont de compétences différentes, et je pense que c'est le gros problème du local. Les gens se rencontrent, mais on ne fait jamais se croiser sur des projets, par exemple, de commerce, des vues différentes, avec des apports extérieurs qui peuvent réveiller tout ça. Au niveau par exemple des commerces, il faut mettre en réseau en fait, les commerces, l'alimentaire, la pharmacie, les plateformes numériques de services à la personne, de restauration, les services non marchands, les entrepreneurs locaux, les élus, les banques et l'État. Parce que si on fait que descendre de l'argent sur des villes ou sur du local, on ne fera rien du tout. On restera dans l'entre-soi local classique et cet entre-soi fera que cet argent se perdra, tout simplement. Donc nous, on croit beaucoup que c'est un changement en fait, de paradigme du local où on pense que la seule manière, c'est en fait de rentrer en réseau et de mettre en interaction ces énergies. Et cette seule méthode de mise en interaction des énergies, qui est une méthode du digital, hein, c'est une méthode, ce qu'on veut faire, nous, c'est des marketplaces locales en fait, en commerce, des marketplaces de services, de commerce, etc., peut redonner en fait un poids au cœur de ville. Alors, qui est-ce qu'il y a autour de la table? Il y a une impulsion nationale de la CDC. Donc, le problème, c'est qu'en local, on ne peut rien faire si on est juste en local, avec des artisans locaux. Il n'y aura pas d'Internet à partir du local, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas l'intensité. Quand vous allez en Silicon Valley, il y a des universités au même endroit que des immenses firmes, au même endroit que des venture capitalistes et des banques, et tout le monde est là, avec une concentration en fait, de capitaux, d'intelligence et de savoir est colossale. Donc on ne peut pas le trouver uniquement au niveau du local. Donc on est obligé de travailler au niveau national et au niveau local. Par exemple, et là, il me semble que la CDC a un rôle vraiment à jouer, parce que la CDC, elle a cette vision nationale, et en même temps, elle est très implantée au niveau local. Par exemple, on pourrait très bien se dire que demain, on va voir Google, et on leur dit, voilà, nous, on a un problème sur le cœur de ville. Est-ce que vous voulez nous aider? Vous nous mettez à disposition la technologie, vous faites les devs, et du coup, on va accéder à une technologie qui n'est pas la technologie de la petite SS2I locale. Elle va nous aider, mais à l'intérieur de ça, vous faites les devs, et justement, ces gars-là sont actuellement en train de se poser la question. Et comment vous pouvez nous aider? On peut faire la même chose sur les parkings. On se dit, on a un problème de parking. On deal avec Vinci, on deal avec un certain nombre de personnes au niveau national, ce qui permet en fait, d'amener en local des expertises et des réseaux qui sont mondiaux, en fait. Puisque le digital, en fait, est fait principalement de plateformes. L'impact est principalement fait par des plateformes mondiales. Donc on a la CDC. On peut dynamiser des services locaux, repérer les services locaux qu'on peut dynamiser, donc sur tout ce qui est santé, ce qu'a dit Hervé. Ensuite, on a tout ce qui est commerce, les circuits courts, l'agriculture, ça représente 12% en fait sur une ville du commerce local. Là-dessus, il y a plein de trucs à faire. Ce que permet le digital, c'est de mettre directement le producteur en lien avec le consommateur. Sur les services de mobilité, sur tout ce qui est mobilité, il y a plein de choses à faire. C'est qu'on peut, on peut utiliser du faux Uber, si vous voulez, où on permet à des gens d'aider d'autres personnes. Il y a plein d'entraides possibles que permet le digital. On peut mobiliser les acteurs du commerce coopératif et associé, parce que ces gens-là, il y a déjà donc tous les indépendants. Il ne faut pas aller vers Carrefour ou Auchan, mais les indépendants, c'est des indépendants. Ils sont sur leur lieu, ils connaissent parfaitement les acteurs. Quand ils voient le banquier, ils sont le plus gros client du banquier. Quand ils voient le préfet, ils sont le plus gros fournisseur d'emploi en fait, de la région. Donc ces gars-là,
ils ont tout intérêt à ce que le local ne tombe pas, parce qu'eux tomberont avec. Donc il faut aller voir les systèmes U, les intermarchés, il faut aller voir Leclerc. Il faut impliquer toutes les fédérations, parce que les fédérations, par exemple la Fédération du commerce associé, le Procos, le Conseil du commerce de France, eux, ils se posent exactement les mêmes questions que les élus. Mais s'ils font que rencontrer des élus, on reste dans un dialogue de sourds. Il n'y a pas tout le monde autour de la table. Il faut arriver à mettre tout le monde autour de la table en réseau, comme un hub, et il n'y a que le digital qui peut nous permettre ça, en interaction permanente. Sinon, c'est des réunions de temps en temps, et puis il ne se passe rien du tout. Le soutien évidemment des administrations locales, surtout les DGS, les préfets, et l'apport en fait de financements locaux, les banques, des crédits agricoles, ils sont prêts à aller dans des choses, c'est leur vocation d'être sur des choses comme ça. Donc nous, ce qu'on pense, notre idée, c'est si on ne crée pas ce type de hub, eh bien en fait, dans une culture qui est une culture numérique, dans une culture qui est digitale, on peut amener tout ce qu'on veut comme numérique sur les territoires. Ça disparaîtra. Ça peut aider, hein. On rajoute de la fibre, on fait que les gens soient connectés, on fait... bon, très bien, c'est très important, les infrastructures, l'État est là pour fournir les infrastructures. Mais si on n'a pas, en fait, une vraie plateforme participative peer-to-peer gagnante en local, eh bien, on n'y arrivera pas. Bien, voilà. Merci. Juste un truc. Le déploiement, passe ça. Le déploiement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut partir d'une ville, qu'il faut faire ce boulot avec une ville et en centrale avec Google et autres, déployer ça, créer les outils et permettre à utiliser ces outils pour les déployer de manière virale et en réseau.